Salut tout le monde, je m'appelle Maude Landry. Bienvenue à Fait avec soin, un balado de la CSQ en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine du Québec. Bienvenue dans ce dernier épisode de Fait avec soin. Aujourd'hui, on rêve un peu. Pas pour fuir la réalité, mais pour mieux la transformer. On parle de solutions, de lendemain possible et de comment collectivement on pourrait bâtir une véritable société qui accompagne et qui prend soin du monde. Parce que oui, on a nommé les problèmes. Dévalorisation, surcharge, invisibilisation. C'est facile ce bout-là. Ben facile les nommer, mais c'est pas facile les vivre. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, on se demande, qu'est-ce qu'on ferait si on plaçait le soin, l'éducation, l'accompagnement au centre de nos priorités politiques et sociales? À quoi ça ressemblerait un Québec qui prend soin du monde, qui prenne soin du monde? Je m'appelle Amélie Lemay, je suis enseignante au Cégep de Drummondville au département technique d'éducation à l'enfance. C'est sûr que la valorisation, ça passe par des ressources. Mais reconnaître l'importance des études, pour moi, l'éducation, c'est tellement essentiel dans une société. My name is Colleen Gaspirits. I am a special education technician and I work at Dawson College in the Student Accessibility Center. It would be that we as a whole society could recognize that there is a growing need for support for students, especially young people with mental health related disabilities, and that we would offer enough support and that we would recognize the importance of this support for these students. Helping those who are most vulnerable succeed at college is really one of the most important things. We're taking young people who are experiencing difficulty and helping them become the best version of themselves, helping them become successful. Marie-Lise Favreau, aide pédagogique individuelle. Je travaille au Cégep de Sherbrooke. J'aimerais ça que quelqu'un soit assis à côté de moi puis passe une journée dans ma vie d'aide pédagogique pour réaliser comment, justement, on est en contact constant avec la jeune génération. Là, c'est pas rien. C'est comme ce passage-là, là, il peut être un flop comme il peut être une réussite. Bonjour, je m'appelle Marina Baudouin. Je suis enseignante au primaire en première année. De faire confiance aux enseignants. Vraiment que la société fasse confiance. On est des professionnels de l'éducation. Je m'appelle Peggy Savard, je suis infirmière au CR3S Bay James à Chibougamau. Je suis en santé sexuelle, planification des naissances. Ah, oui. De reconnaître tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'infirmière. Que l'OIQ, que les médecins, que les directeurs d'hôpitaux, que le ministre de la Santé voient les gens sur le terrain, qui descendent vraiment dans nos bureaux, voir qu'est-ce qui se passe, de voir les gens qui sont passionnés partout dans les hôpitaux, mais qui sont démotivés, qui sont fatigués, parce on dirait qu'on tourne toujours en rond. Du temps, des moyens, de la reconnaissance et de la considération. C'est pas trop demandé, me semble. C'est même le minimum si on veut que ces professions-là soient soutenables à long terme. Alors, on change quoi? Bonjour, mon nom c'est Yves Hallé. Je suis professeur titulaire au département des relations industrielles, Faculté des sciences sociales à l'Université Laval. À mon avis, il y a une urgence historique et politique qui est liée au travail du CARE. Il faut sortir des reconnaissances symboliques. Vous vous rappelez les fameux anges gardiens? Quand on prend la métaphore de l'ange gardien, c'est de montrer quelque part que ce travail-là est invisible. N'est-ce pas? On ne s'est même pas rendu compte qu'on a dit ça. Ça montre quelque part que c'est un travail invisible. N'est-ce pas? Un ange. Voilà. Et sans vraiment s'y rendre compte. Il faut vraiment refonder une véritable reconnaissance. Dans une société du CARE, on placerait l'humain au cœur de nos actions. Avant les usines, avant les profits. On arrêterait aussi de parler de ces sphères en termes de dépenses publiques. Parce qu'entre vous puis moi, quand on finance les services publics, on investit dans le bien-être de la population.
Dans ce type de société, on passerait le temps de travail autour de la vie, pas l'inverse. On ferait de la place aux relations humaines dans l'organisation du quotidien. Je m'appelle Naïma Amrouni, je suis professeure de philosophie à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique féministe sur la vulnérabilité et les injustices structurelles. À cesser de voir simplement le care comme une éthique qui appartiendrait à la sphère privée, à nos relations éthiques avec les autres, et à penser le care comme étant une pratique, un travail, une activité générique qui vise à, comme on l'a vu tout à l'heure, soutenir, réparer, maintenir notre monde, nous maintenir nous-mêmes comme êtres humains. Et qu'en tant que pratique, il fait l'objet d'une répartition inégalitaire. Qui prend soin des autres, qui reçoit le care des autres sans en donner de manière réciproque, à qui profite le care qui est fourni aux autres, etc. Mais la politique du care, c'est vraiment cette réflexion qui consiste à politiser les rapports de pouvoir inégalitaires qui se cristallisent autour des pratiques du care dans nos sociétés. Donc, c'est une question de poser la question de la division sexuelle, raciale du travail, division mondiale du travail aussi. Parce que oui, quand notre vie va à 100 000 à l'heure et qu'on décide de déléguer une tâche moyennant rémunération à quelqu'un d'autre, c'est souvent à des personnes qui ont moins de privilèges que nous, qui n'ont probablement pas le privilège de pouvoir déléguer cette même tâche. Et malgré tout ce qu'on peut penser, personne ne se fait tout seul. L'humain a besoin des autres pour survivre et nous faisons tous et toutes, à un moment ou à un autre de notre vie, face à des vulnérabilités. La vulnérabilité universelle, c'est justement celle qu'on a tous en partage, la vulnérabilité qui nous concerne tous et toutes en tant que nous sommes des êtres humains faits de chair, donc des êtres vivants. Comme nous sommes des êtres vivants faits de chair, nous sommes exposés couramment à la blessure, l'attaque, la violence, la maladie, la dégénérescence, etc. Nous nous développons aussi suivant une phase de développement. Donc, ça, c'est la vulnérabilité que nous avons tous en partage, qui est universelle. Personne ne peut en faire fi, même si on se maintient, surtout dans l'esprit nord-américain, dans cette espèce de mythe là, de l'autosuffisance, de l'indépendance, du self-made man. Je me suis fait tout seul, moi-même, sans l'aide de personne, et je suis invincible. Ben, ça, c'est vraiment un mythe, une illusion. C'est ça l'enjeu, garder le vivant au centre. Reconnaître qu'on a besoin les uns des autres et faire en sorte que les transformations sociales et technologiques renforcent le lien entre les humains, pas les logiques d'exploitation. Prendre soin et accompagner, c'est ouvrir des nouveaux chemins vers plus de justice, d'équité et de mieux vivre. Il faut aussi absolument travailler à transformer notre vision collective de ce travail et questionner la hiérarchisation implicite des fonctions sociales dans nos sociétés qui continuent de laisser entendre que certains métiers seraient plus naturels ou instinctuels que d'autres et donc méritent une moins bonne rémunération, une moins bonne reconnaissance et que finalement n'importe qui peut réaliser ce travail-là. En fait, ça, c'est vraiment un mythe. Le mythe selon lequel il n'y a pas de compétences spécifiques à développer, des compétences extraordinaire à déployer. On a aussi demandé aux personnes expertes qu'on a rencontrées de nous nommer une chose qui serait importante à mettre en place pour mieux valoriser les emplois du prendre soin et de l'accompagnement. Vous vous souvenez de la métaphore de la cage du premier épisode? Tu sais là, la cage, les oiseaux, les barreaux. En tout cas, vous aurez écouté l'épisode. Ben, les souhaits de nos intervenantes visent pas mal à briser l'ensemble de ces barreaux-là, un par un. Je m'appelle Camille Robert, je suis historienne, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, puis chercheuse postdoctorale à l'Université Concordia. Quand on souhaite revaloriser les emplois du care, je pense que c'est important de les voir sur un continuum, c'est-à-dire que c'est des emplois qui prennent racine dans la sphère privée, sur le plan des attentes, des compétences qu'on projette sur ces métiers-là. Donc, c'est important d'envisager la revalorisation du travail invisible ou du travail de care en continuité de la sphère privée jusqu'au milieu d'emploi. Parce que tout ça, c'est un équilibre fragile. Puis si, dès le départ, on dévalorise ça dans la sphère privée, bien, ça va avoir des répercussions dans les milieux d'emploi. Puis je pense que c'est important d'envisager aussi cette revalorisation-là et les mobilisations qui sont liées à ça dans une continuité. Donc, oui, on peut se battre pour avoir des meilleures conditions salariales, mais si on ne se bat pas aussi pour
avoir un meilleur partage du travail domestique à la maison, si on ne se bat pas pour avoir plus de ressources pour accompagner les parents dans leurs tâches familiales et domestiques, ben on vient juste lutter d'un côté où on vient juste attaquer une partie du problème. Donc, pour moi, c'est vraiment important de voir cette continuité-là, puis d'envisager à la fois la proche aidance, le travail parental, le travail salarié. Je m'appelle Isabelle Plante, je suis professeure au département de didactique à l'UQAM. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre. T'sais, pour moi, pour valoriser le care, il faut reconnaître cette force invisible, puis la nommer, en fait, puis montrer à quel point c'est important c'est essentiel, dans le fond, à notre société, au bon fonctionnement de notre société. Emna Abraham, je suis la présidente directrice générale de l'Institut du Québec, qui est un centre de recherche en économie appliquée. Valoriser ces emplois d'un point de vue purement salarial, parce que les données sont probantes. C'est des emplois qui sont très en demande et dont les salaires restent relativement faibles. Ils ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, mais ils restent quand même en compétition avec d'autres emplois moins bien rémunérés. Donc, c'est certain que si on veut s'assurer d'avoir assez de personnes pour prendre soin des aînés, prendre soin de nos enfants, bien, il va falloir s'assurer que ce soit valorisé. Le salaire, c'est pas tout, mais ça aide quand même beaucoup. Angelo Suarez, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, au département d'organisation et ressources humaines. Pour valoriser les travaux du care, à mon avis, ça passe par exemple des meilleures conditions de travail, une meilleure organisation du travail et une meilleure rémunération. C'est affreux. Pensez-y, combien on paye pour quelqu'un qui va prendre soin de nos argents dans les banques? Okay? Et combien on paye pour les gens qui prennent soin de nos enfants? Depuis 2001, je constate à plusieurs reprises des conditions de travail qui sont des sous-charges de travail, qui sont des injustices au travail. Donc, un contexte de travail qui est toxique, est-ce qu'on ne serait pas capable de faire mieux, de donner des charges de travail qui sont plus convenables pour que les gens ne soient pas partis en burn-out ou avec dépression? Vous ne serez pas capable de le faire. À mon avis, oui. Il ne vient pas me dire que ça demande beaucoup d'argent. Ça demande une meilleure gestion. Ça demande une meilleure forme d'organiser le travail pour les gens. Et si vous voulez savoir comment le faire, posez les questions à vos employés. Pose les questions. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut. Dalia Gesualdi-Fecteau, je suis professeure de droit du travail à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Ça parle de l'importance d'avoir une vision plus holistique de la valeur du travail. C'est ce que notre collègue Dominique Médan en France appelle à l'aune de la post-pandémie de repenser la hiérarchie des valeurs du travail. Quand on parle de travail essentiel, de quoi parle-t-on? Et on va se le dire, le travail du care se réalise souvent dans la grande catégorie des services publics. Mais ces services publics-là, souvent, on a tendance à mal comprendre leur valeur sociétale et pas être capable de les chiffrer sur le plan économétrique. Or, si on adoptait une vision plus holistique de justement des rapports à la productivité et autres, on pourrait comprendre la valeur cardinale de ces emplois-là et comment ils forment finalement une forme de socle sur lequel tous les autres rapports économiques peuvent se déployer. Je suis Mélanie Lefrançois, je suis professeure en santé et sécurité du travail à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion. On est dans un écosystème, c'est des vases communicants pour que ça aille bien dans toute la chaîne, là, en partant de la petite enfance jusqu'à l'âge très avancé. Tout le monde a un rôle à jouer, puis en particulier les emplois du care. Puis dans mon champ d'expertise, je vais me ramener à ça. Bien, une façon de reconnaître mieux, bien, c'est des opportunités comme on a présentement dans des changements législatifs comme la loi sur la santé et sécurité du travail, où on peut justement ramener plus d'égalité pour tous les emplois, qu'il n'y ait plus de groupes prioritaires, qu'il n'y ait plus de risque qui est hiérarchiquement plus important qu'un autre. C'est juste que les effets immédiats sur la santé, parfois, sont juste plus longs à apparaître, mais tu as un effet sur ta santé quand même. Donc, on a une opportunité là de valoriser, de rendre plus équitables les conditions de travail pour toutes les travailleuses du care, justement. Donc, saisissons ces opportunités-là comme société pour être au devant puis montrer que tous les emplois sont importants pour
pour le Québec, pour faire avancer la société. Puis ben en recherche, c'est de continuer à rendre visibles ces expériences-là. Est-ce qu'on va saisir l'opportunité, comme nous le propose Dalia, de valoriser ces emplois du care? Prendre soin, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Une société du care, c'est une société qui reconnaît cette force-là, qui la soutient, qui la finance, qui l'honore. C'est pas une utopie, c'est une destination. Et c'est ensemble qu'on peut s'y rendre. Merci d'avoir marché avec nous tout au long de cette série. Continuez de faire du bruit et de croire qu'un autre monde est non seulement possible, mais nécessaire. Prenez soin de vous.